Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Laurent Baudouin, architecte. Tu partages une culture architecturale au travers de conférences, de publications et de photographies de voyage que tu nommes poétiquement dérives. Pourquoi vulgariser l'architecture selon toi? J'ai toujours essayé de partager mes centres d'intérêt. À la fois, quand j'étais étudiant, on avait réalisé une sorte de petite revue, on faisait des expositions dans l'école. J'étais étudiant à Nancy, on a fait l'exposition des dessins de Robert Krier. On essayait de faire partager les architectes qu'on appréciait. Et j'ai commencé déjà quand j'étais étudiant et j'ai commencé à publier quelques articles aussi dans AMC qui était à l'époque ouvert aux étudiants sur des architectes qui me plaisaient ou qui éveillaient ma curiosité comme les Tessinois par exemple ou les Portugais, Siza. Ensuite ça s'est fait tout naturellement à travers à la fois des rencontres euh, avec de nombreux architectes. On a beaucoup voyagé avec ma femme et aussi beaucoup rencontré d'architectes. Et à chaque fois, c'était extrêmement enrichissant, positif. J'adore les rencontres et ça m'a toujours passionné. Et chaque fois, on a essayé de faire partager sous forme d'interviews ou d'entretiens ou de publications d'articles. Et ça, je l'ai fait assez tôt. Quand j'étais encore étudiant, je suis allé chez Jean Prouvé le samedi. Il nous recevait très gentiment avec sa femme. Et je passais des après-midi à discuter avec lui. Et bon, j'ai fait un interview de lui qui était le dernier interview, malheureusement, avant sa mort. Voilà, c'était une manière de rendre compte des gens qui m'intéressaient, que je trouvais passionnants. Et on a continué ça jusqu'à aujourd'hui. On continue à essayer de faire aussi des interviews, des publications sur d'autres architectes. Et évidemment, ça participe une, en partie de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est, c'est une manière d'enseigner que de faire partager des, soit des rencontres, soit des, des suggestions de visites, par exemple. Quand j'enseignais à Belleville, dans le groupe UNO, on avait organisé, par exemple, avec un groupe d'étudiants, des invitations à tous ceux qu'on pouvait contacter, les anciens de l'agence Le Corbusier. Et on faisait ça en off à l'école les samedis pour un tout petit groupe d'étudiants. Et on a fait venir dans l'école et interviewé de très nombreux architectes et d'autres. Il y avait Lucien Hervé qui était venu, il y avait Georges Candilis. Voilà, c'était des rencontres exceptionnelles. Bon, ça, c'est une manière de faire partager aux étudiants. Ou l'organisation de conférences, c'est aussi quelque chose qui permet de, de faire connaître des personnalités. J'ai pu, par exemple, tout au début de mon enseignement, inviter César Domela, que j'aimais beaucoup, qui était le dernier peintre vivant du groupe de Stihl. Et il avait eu la gentillesse de venir à l'école, c'était à Nanterre à l'époque, euh, pour parler, simplement parler aux étudiants d'une manière très, très libre. Bon, c'était aussi une manière d'élargir un peu l'enseignement à travers des gens qui n'étaient pas que strictement architectes. Euh, des ingénieurs, vous voyez, Jean Prouvé bien sûr, mais aussi Stéphane Duchâteau par exemple, qui était un très grand ingénieur avec qui on a pu restaurer un de ses bâtiments. Bon, la, à chaque fois, c'est soit sous la forme de conférences, soit sous la forme d'interviews ou de petits articles
sans grande prétention, mais qui sont des témoignages euh, de gens que j'ai toujours eu plaisir à rencontrer. Bon, parmi les gens qui m'ont marqué dans ces rencontres, c'était évidemment Oscar Niemeyer à Rio, où on avait le souhait, ça s'est pas fait, mais de traduire en français un de ses livres, qui était un livre d'entretien avec son ingénieur. Euh, j'ai rencontré il y a longtemps euh, Matthias Goeritz, avec qui j'ai gardé des relations très, très proches. Il était sculpteur et travaillait avec Luis Barragan. Et j'étais très, très touché par lui. On a entretenu une relation épistolaire jusqu'à sa mort. Tout ça, ce sont des choses qui sont des relations intimes, personnelles, qui sont marquantes pour moi. Et à chaque fois, j'ai essayé toujours de partager un peu l'intérêt que j'avais pour ces gens-là. Sur Matthias Goeritz, j'ai publié quelques petits articles sur le musée El Eco, qui était une œuvre très particulière à Mexico, un musée expérimental. Euh, voilà, j'ai voulu publier quelque chose sur Erno Goldfinger, qui était une personnalité fantastique. Je voulais publier quelque chose sur ses meubles, mais bon, après ça s'est pas fait. Il y a des cas où ça a été possible de publier des choses, d'autres ça se fait pas. J'avais l'ambition de travailler chez Luis Barragan. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il était déjà malade. Bon, euh, j'ai été pendant une période à New York. Je travaillais avec John Hejduk, toujours pour publier une de ses œuvres qui s'appelait le Lancaster Hanover Masque. Bon, ça a été refusé par la revue AMC et John l'a publié au Canada plus tard. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui étaient importantes pour moi dans ma formation. Au fond, mon école était surtout dans ces rencontres, euh, plus que, plus qu'au stade scolaire, disons, entre guillemets. Mais ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire on apprend toujours de rencontrer d'autres architectes. Ça, c'est vraiment une chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Tu as tissé des liens avec le Portugal très tôt, dès les années 1970. Comment cette proximité s'est-elle créée entre Nancy et Porto, si on peut dire? Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans la pratique de l'architecture au Portugal? Bon, la, la rencontre avec Cisa s'est faite d'une manière un peu hasardeuse parce que à l'époque il était très peu connu. J'avais vu à la bibliothèque de l'école un article sur lui dans Contre Spatio, dans la revue italienne, où on voyait quelques bâtiments noirs et blancs, c'était très, très énigmatique. J'étais intrigué et ce qui me plaisait, c'était simplement le fait que je voyais un architecte qui poursuivait un peu le travail d'Alvar Aalto. C'est comme ça que je l'ai perçu au début. Et avec une de mes amies, Christine Rousselot, on a été au Portugal pour l'interviewer avec l'accord de Jacques Lucan qui dirigeait entre autres la revue AMC. Et la rencontre avec Cisa était plus qu'une interview parce que c'était un moment très, très fort, très personnel. Euh, et j'ai voulu poursuivre mes liens avec lui plus tard en proposant de publier un numéro spécial de la revue Architecture d'aujourd'hui. Puis 10 ans plus tard, un second numéro en suivant l'évolution de son travail. Au fond, ce qui m'a marqué chez lui, c'est la simplicité avec laquelle il nous recevait, son absolu manque de prétention, la manière directe dont il parlait de l'architecture,
ça me rappelait aussi Jean Prouvé, qui avait cette dimension extrêmement directe. Et Siza, en même temps, apportait une dimension presque spirituelle, c'est-à-dire une sorte de vision humaniste et politique et personnelle très forte. C'était plus ça qui m'a retenu que le style proprement dit, bien que, au fond, il nous a influencé très fortement aussi sur ce domaine, en particulier sur le dessin. Il nous a appris à dessiner, ce qui était évidemment par osmose, pas par le son proprement dit. Et puis, bon, il a fait une confiance extrême en nous confiant ses carnets pour la publication, qu'on a reproduit pour l'architecture d'aujourd'hui. Et on a poursuivi cette relation avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et bon, on a eu l'occasion aussi de travailler à ses côtés dans le plan d'urbanisme de Montreuil. Mais ça, c'est une autre histoire, au fond. C'est un peu différent. Et après, au Portugal, il y avait dans son bureau, quand je l'ai connu, un groupe d'architectes jeunes, qui étaient à peu près de notre âge, Adalberto Dias, Nuno Lopes, Eduardo Studmur. Et je suis resté en lien avec eux. Ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, dont la qualité de travail est tout à fait extraordinaire. Je suis resté proche d'Eduardo aussi parce qu'on a pu travailler avec lui. Et mon frère a aussi travaillé avec lui à Bordeaux. Nous avons travaillé avec lui à Nancy. On l'a invité à construire des bâtiments. Bon, au fond, c'est des relations presque plus personnelles que professionnelles. Voilà. Au fond, c'est ça. Avec les Portugais, on a eu de nombreux contacts et liens d'amitié, pas seulement à Porto, mais aussi à Lisbonne, avec Jean-Louis Carrillo da Graça. Mais ces gens-là nous apportent une dimension qui n'existe pas en France, qui est la dimension du soin du détail, de l'importance du dessin, de l'importance de l'artisanat, de la matière aussi. L'intérêt porté à la matière est quelque chose qui a été pour nous, pour moi, pour mon frère, extrêmement important. C'est une leçon directe de l'expérience d'aller sur les chantiers, de voir leur façon de travailler, qui est très difficile à refaire directement de la même façon en France, parce que les entreprises ne sont pas structurées de la façon dont les entreprises étaient structurées à cette époque-là. Mais malgré tout, on a quand même pu, d'une certaine manière, utiliser cet intérêt pour la matière dans nos propres projets. La matière, la lumière, l'espace sont des choses qui nous ont marqués, et on a essayé d'en tirer des leçons d'une certaine manière. Il existe une distance entre la représentation de l'architecte et son exercice réel. D'où vient ce décalage de représentation selon toi, et comment faire pour que les gens aient plus confiance dans les architectes? Je pense qu'il y a une structure du rapport aux architectes en France qui est très faible par rapport à d'autres pays, par rapport à la Suisse, par rapport à des pays, on parlait du Portugal, mais il y a des pays où les architectes sont respectés ou sont écoutés en tout cas. En France, non. En France, les architectes sont à l'écart des choix de la société. C'est en grande partie de la faute des architectes. C'est-à-dire que ils ont abandonné, beaucoup ont abandonné une certaine partie de leurs responsabilités. Par exemple, on parlait du mobilier.
je trouve dramatique que les architectes ne dessinent pas les meubles. C'est quelque chose pour lequel nous, on se bat toujours, c'est-à-dire essayer de convaincre qu'il est important que nous puissions dessiner le mobilier, ou au minimum le choisir, mais en tout cas le dessiner en partie, le mobilier, jusqu'à des détails assez presque extérieurs à l'architecture, comme des vases par exemple. Et il y a très peu de cas où on a pu le faire réellement, on l'a fait quand même assez souvent, mais c'est toujours une bataille. Et par exemple, la personne qui nous a fait le plus confiance, c'était la conservatrice du musée Matisse, et c'est pour le musée Matisse qu'on a pu dessiner le plus de meubles, y compris des vases. Et par exemple, l'exemple d'Alto, le modèle d'Alto nous semble le modèle idéal entre l'unité produite entre l'architecture et le mobilier. Et on trouve ça chez Siza aussi, évidemment. C'est frappant à quel point c'est presque... J'imagine que c'est aussi une bataille pour lui, en particulier quand il a fait l'église en France. Mais à quel point c'est impensable d'imaginer un bâtiment d'Alvaro Siza sans son mobilier. Donc ça, cette perte de la tradition des meubles que l'on trouve chez Jean Prouvé, je reviens encore à lui, mais qui a disparu après la Seconde Guerre. C'est assez récent, la disparition de l'intérêt des architectes pour le mobilier. Au fond, ça fait perdre une certaine relation avec le grand public, entre guillemets. Ce qu'on appelle le grand public, c'est la manière de diffuser des idées de modernité à travers des objets du quotidien. Oui, ce qu'on avait au moment du Bauhaus, ou ce que Le Corbusier a su faire grâce à Charlotte Perriand, ou le travail extraordinaire d'Eileen Gray. Tout ça, c'est une tradition moderne. Et nous devons aujourd'hui nous battre pour relier, pour renouer avec cette tradition. Et je pense que beaucoup de l'intérêt du public pour l'architecture moderne vient du mobilier. Au fond, on connaît de Le Corbusier, disons, le public, entre guillemets, connaît plus les meubles que les bâtiments, ou n'ont jamais visité les bâtiments, alors qu'ils sont assis sur une chaise de Le Corbusier. L'autre raison, c'est l'abandon du chantier. Beaucoup d'architectes ne s'intéressent pas au chantier. Et ça, c'est une catastrophe. Je pense que la part du travail réalisé au moment du chantier est énorme. Et bon, je ne suis pas tous mes chantiers personnellement, mais il y a ceux que je suis, j'y prends beaucoup de plaisir et j'essaie de m'investir totalement, comme en ce moment la bibliothèque de Saclay, le Learning Center de Saclay. Et d'autres chantiers sont faits par mes architectes, des amis avec qui je suis associé, par exemple le chantier actuellement réalisé par Yves Risser, avec qui on a fait le projet pour la médiathèque de Grasse. Le travail d'Yves Risser est considérable. Voilà, ce sont des éléments. Alors, cette perte d'intérêt pour les chantiers fait que les maîtres d'ouvrage pensent que eux-mêmes peuvent se passer d'architectes pour diriger le chantier. Et à chaque fois, c'est une catastrophe. Ils prennent des gens comme ils veulent, mais ça a toujours été, à mes yeux, une catastrophe. Quand on pense à la conception des logements en France, ces dernières années, on a malheureusement l'impression que la réglementation empêche de proposer mieux. Est-ce que les réglementations sont trop contraignantes selon toi et comment améliorer la fabrique de la ville et du logement aujourd'hui? Bon, ça, cette angoisse de la réglementation, c'est un mythe. C'est-à-dire, au fond, il y a toujours eu des règles. Quoi qu'il arrive, on travaille avec des règles. Et quelles que soient les règles, il y a toujours
des possibilités de faire le projet. Le problème, il n'est pas le problème réglementaire. Bon, si on peut simplifier les règlements, ça serait bien, mais on sait bien que c'est une bataille à la Don Quichotte. Non, le problème, il est plutôt dans le souhait, dans la demande. Le problème du logement, c'est le problème de demande. C'est-à-dire qu'il faudrait que les maîtres d'ouvrage soient plus intéressés par des demandes de logement qui soient entre guillemets inhabituelles, c'est-à-dire non formatées, pas dans leurs règles. Et ce ne sont pas des règlements, ce sont des sortes de règles préconçues suivant des concepts ou des modèles qu'ils ont eux-mêmes en tête pour des soi-disant raisons commerciales. C'est ça la question. C'est cette idée de transformer le logement en objet commercial, même quand c'est du logement social. Même quand c'est du logement social, c'est un objet commercial. Et ça, c'est ça qui tue la dimension, l'invention proprement dit du logement. Après, le règlement, on s'en arrange toujours, c'est pas un problème. Mais penser le logement avec beaucoup plus de liberté qu'il ne s'effectue aujourd'hui, ça aussi, c'est une conquête. De toute façon, il n'y a rien de donné. C'est-à-dire, c'est toujours... tous les projets sont des batailles. Tous les projets sont des luttes pour obtenir quelque chose qui soit un peu mieux ou un peu différent. Mais vous voyez, ceux qui font des logements magnifiques comme le faisait Henri Siriani ou le faisait Roland Simounet, chacun de façon différente, ils se sont toujours battus. C'est jamais arrivé parce qu'on leur demandait de faire des logements de ce type-là. C'était leur propre force et volonté d'obtenir ce type de travail. Et au fond, il ne faut pas attendre que la société nous demande de faire quelque chose. Il faut que ça vienne des architectes, de faire un travail sur l'invention, sur l'espace. Et ça concerne aussi bien le logement que n'importe quel autre projet. Je ne suis pas sûr qu'il faille séparer le logement du reste. Faire du logement ou faire des bâtiments publics ou faire même de l'urbanisme ou même faire des meubles. C'est à chaque fois un travail sur l'apport de quelque chose d'un peu différent. Il n'y a jamais les grandes révolutions, mais à chaque fois, on peut apporter un petit élément qu'on n'a pas encore vu ou quelque chose qu'on a déjà vu, mais qu'on présente de façon un peu différente. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans l'architecture. C'est pas forcément d'être un artiste qui va inventer un nouveau style tous les lundis matins, comme le disait Miss. Tu t'es emparé de questions patrimoniales en mettant en valeur la présence de la modernité dans la ville historique. Comment certaines architectures font-elles patrimoine et pourquoi certains bâtiments semblent avoir toujours été déjà là? La question du patrimoine, elle est très importante. C'est une question qui a plusieurs couches. D'abord, je pense qu'il ne faut pas figer ce qu'on appelle le patrimoine. Donc la ville doit pouvoir évoluer et continuer à se stratifier avec les différentes périodes qui évoluent. Et donc la présence de la modernité dans la ville ancienne, par exemple, c'est toujours quelque chose qui nous a beaucoup importé. Et on a eu beaucoup de chance dans notre travail. Dès le début, on a été lauréat du PAN 10, où on proposait un urbanisme qu'on a appelé interstitiel, avec un mot qui est un peu
idiot, mais qui consistait à dire que la modernité pouvait se glisser dans les infractuosités des absences ou les vides ou les moments faibles d'une ville. Et que ça permettait de ne pas détruire et en même temps d'apporter de la modernité. Après, il y a une autre couche de patrimoine qui est le patrimoine qu'on pourrait qualifier de patrimoine moderne. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce qui n'est pas encore dans l'esprit officiel réellement du patrimoine, et donc qui est fragile ou qui est en danger. Par exemple, on a restauré avec un groupe d'architectes le bâtiment de Stéphane du Château à Nancy, à Vendôme, qui est la grande halle du parc des expositions. Pour nous, c'est un monument historique, ça devrait être un monument historique. Et l'œuvre de Stéphane du Château, qui est méconnue, mériterait d'être mise en avant. Et bon, pour les responsables, c'est pas du tout du patrimoine, c'est un hangar de bâtiments d'exposition. Et même rénové, il est en danger des évolutions que l'on attribue aux bâtiments des foires expositions. Donc, je pense que ça aussi, c'est une sorte de bataille à mener et qui n'est pas évidente parce que même des bâtiments absolument essentiels dans l'histoire de l'architecture moderne, je pense par exemple à la Maison du Peuple de Jean Prouvé et Eugène Baudouin, Marcel Lotz, c'est un scandale de laisser ce bâtiment exceptionnel, unique, se détruire, de le laisser à l'abandon, ou même de vouloir le détruire en construisant des choses autour. Donc c'est pour dire que la notion de patrimoine n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant qu'on considère la modernité, même d'un siècle passé, comme faisant partie du patrimoine. Mais j'ai connu ça même quand j'étais étudiant, c'est-à-dire à l'époque où j'étais étudiant, par exemple l'école de Nancy, les maisons de l'école de Nancy n'étaient pas considérées comme du patrimoine. On a démoli, on faisait des protestations, des manifestations contre la démolition de maisons magnifiques de l'école de Nancy. Donc vous voyez, ça s'est un peu calmé, la démolition de l'école de Nancy, mais au fond, c'est passé après à la période Art déco, où maintenant, à la période moderne, les bâtiments des années 60, qui sont vraiment souvent beaucoup de bâtiments exceptionnels, ne sont pas considérés comme patrimoine. Et des bâtiments plus récents, je pense à des bâtiments de Paul Chemetov ou des bâtiments de Michel Kagan, ne sont pas considérés comme des monuments historiques, alors qu'ils le devraient. Et ça, je crois qu'il y a pour nous et pour les générations à venir une veille à faire pour essayer de conserver et de rénover, de restaurer le mieux possible ces éléments du patrimoine moderne. Alors, on a eu l'occasion de le faire, ça a été une occasion presque miraculeuse, de rénover le musée du Havre avec Guy Lagneau, c'est-à-dire que le concours avait été lancé et on a pu faire le projet avec son accord et avec ses conseils. Et avec Sandra Barclay, Jean-Pierre Crous et ma femme, on a rénové, je crois, sans esprit comment dire, sans figer le bâtiment. C'est-à-dire, on l'a rénové profondément avec son accord, avec l'accord de Guy Lagneau, en y apportant un espace un peu différent de l'espace d'origine, mais l'esprit du projet était préservé, alors disons, si on suivait à la lettre le concours, le bâtiment était rempli d'étages. Au fond,
le patrimoine, c'est toujours une chose vivante. C'est-à-dire, il y a une dimension de préservation, mais il y a aussi une dimension de, de faire participer le patrimoine à la vie normale, hein, de l'intégrer à- à la société actuelle. Il est difficile aujourd'hui pour un jeune architecte sans expérience et sans référence de se faire une place sur le marché de la commande publique et de débuter sa carrière. Quel a été ton parcours et quelle a été ta première expérience? Moi, j'ai commencé à travailler avec des amis de l'école. C'était Christine Rousselot, avec qui j'ai commencé l'agence, et Marie-Hélène Contal, qui aujourd'hui travaille à l'Institut français d'architecture. Euh, disons, on a eu la possibilité de travailler très vite. J'ai jamais travaillé chez un autre architecte parce que on a fait des concours qui à l'époque étaient beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui en tant qu'étudiant. Euh, un peu en remplacement, je dirais, des studios ou des ateliers qu'on n'avait pas trop envie de suivre au fond. On avait eu l'accord du directeur pédagogique de l'école, qui était Jean-Pierre Éperon, une personnalité extraordinaire, de répondre à des concours qui étaient ouverts à l'époque aux étudiants. Et on a eu la chance d'en gagner quelques-uns, dont le concours du Pan. Et on a pu construire notre premier bâtiment et on s'est installé immédiatement pour le construire dès qu'on était diplômé de l'école. Après ça, on a poursuivi cette idée qu'il fallait participer à des concours le plus possible. On avait l'amitié de professionnels qui avaient plus d'expérience que nous, qui étaient architectes à Nancy, avec qui que j'aimais beaucoup, qui étaient Jean-Luc André et Claude Prouvé, le fils de Jean, qui nous ont fait confiance et avec qui on a fait équipe pour participer à d'autres concours. Donc on a fait un bâtiment universitaire, puis avec eux le musée des Beaux-Arts de Nancy. Donc ça, on l'a fait très jeune, et c'était aussi grâce à eux qu'on a pu le faire. Et au fond, c'est très souvent grâce à d'autres architectes qu'on peut avoir des occasions de travail. Et ça s'est passé de nombreuses fois, soit parce que des gens sont dans des jurys, soit parce que il y a des liens qui se font entre différents architectes. Et on s'est souvent associé avec d'autres architectes, et on a fait un peu la même chose avec des architectes qui étaient dans notre bureau, avec qui on a travaillé pour faire d'autres projets. Donc ça, au fond, ça crée une espèce de lien entre divers, soit jeunes architectes, soit des architectes de différentes générations. Et je pense que c'est une bonne solution pour des jeunes architectes de trouver des occasions de travail. C'est-à-dire de ne pas forcément vouloir tout faire seul, mais constituer des équipes de projet avec des gens qui ont un peu d'ouverture d'esprit, qui sont prêts à accepter de collaborer dans le cadre d'équipes. Du moins, c'est comme ça que nous avons commencé. Quel conseil donner aux étudiants en architecture et aux jeunes architectes, selon toi? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas donneur de conseils ou donneur de leçons. Même quand on est enseignant, on n'est pas là pour donner des leçons. Ce n'est pas le sujet. Donc tout ce que je peux dire, c'est que il ne faut pas avoir peur d'aller au bout d'une idée et d'en tirer les conclusions les plus extrêmes, les plus audacieuses. Voilà, c'est ça que je pourrais donner comme conseil. Parce que rien n'est pire que l'ennui quand on est architecte. Il faut se stimuler soi-même et à chaque fois s'intéresser à quelque chose qui est au fond inconnu.
C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance, par exemple, au dessin à la main, croquis, esquisse, tout ce que vous voulez, parce que c'est ça qui permet euh, une sorte de dialogue personnel. euh, et très souvent, la main qui dessine un peu toute seule va plus loin que la pensée. C'est-à-dire que la pensée, elle est un peu freinée par toutes sortes de préjugés, alors que la main est libre. Et donc, ça, c'est un conseil que je peux donner aux jeunes architectes. C'est très bien l'ordinateur, tout ça, très bien les machines, mais n'oubliez pas que la main est la personnalité qui est la plus proche de vous, avec qui vous pouvez dialoguer.